Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 4, épisode 5. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux. Messieurs, comment ça va? Ça va. Ça va. On est passé à travers cette semaine-là. On a tellement de sujets à traiter aujourd'hui. On va parler évidemment de la Ligue des champions des deux côtés de l'Atlantique qui s'en vient la semaine prochaine. On va parler d'un derby milanais qui a été complètement fou le week-end dernier. L'Impact de Montréal qui va être en action officielle sous peu. Mais avant, Sid, je veux te dire que je suis avec toi de tout cœur. Parce que c'est pas correct ce que l'Impact de Montréal... En fait, c'est pas correct ce que Nacho t'a fait. T'as bien de faire paraître pendant près d'un an comme ça. Il est revenu. Il a fait presque tout le camp d'entraînement. Puis finalement... La soirée des morts. Avant de jouer un match, il est parti. Et oui. C'est vrai que j'y croyais jusqu'au bout en fait avec Nacho Piatti, tombé dans un espèce de déni à la fin. Et oui, bon, au final, c'était effectivement prévisible lorsqu'on remet tous les bouts les uns après les autres. Mais écoute. J'étais peut-être un peu naïf dans l'idée que les choses n'allaient pas se passer, mais voilà, on a aujourd'hui un partenariat stratégique entre les deux clubs qui ont su trouver un terrain d'entente après moult rumeurs dans les dernières années pour le départ de Nacho Piatti. Un terrain d'entente aussi qui a amené, pas exactement dans le même deal, mais quelques heures, je pense qu'on peut le dire comme ça, qui a amené un autre jeune, Emmanuel Maciel, qu'on connaît peu, mais qu'on va découvrir rapidement. Jeune qui s'en vient dans l'autre sens pour jouer avec l'Impact de Montréal. Avant de vous parler de l'héritage de Nacho Piatti, s'il y en a un, parce qu'il y en a des grands joueurs qui sont passés à l'Impact et au final, quelques années plus tard, on se rend compte que leur héritage n'a pas survécu dans le temps. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du dossier? Parce que là, il est clos, ce dossier-là. On sait comment il est terminé. Ça a toujours été le danger à l'Impact de Montréal de sembler s'en aller dans la bonne direction. Puis là, à la dernière minute, les divorces sont acrimonieux. Comment vous avez trouvé la gestion de ce dossier-là? Je pense que d'une façon globale, l'Impact a fait plutôt ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire lever l'option lorsqu'il était temps. Et lorsque il s'est avéré que ça n'allait pas fonctionner et que Piatti avait qu'une envie, c'était de rentrer, ils ont essayé d'avancer de leur côté, de négocier, de trouver une solution. Donc, de ce côté-là, je pense qu'ils ont fait leur part du travail, complètement. Bon, il y a toujours ce côté de la communication, du manque de clarté dans ce qui se passe, dans le concept qui est gênant parce que ça fait 4 mois qu'on est assis entre deux chaises, qu'on ne sait pas exactement où on en est dans le dossier. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de voile, d'écran de fumée, et on a l'impression, parce qu'on a la pratique, nous, on a quand même vécu, que c'est entretenu volontairement. Et c'est toujours gênant. Oui, c'est... au niveau de l'Impact de Montréal, effectivement, on peut dire qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Lorsqu'on parle aussi d'image, parce que dans la gestion du dossier, il y a aussi de l'image auprès du grand public. Si l'Impact de Montréal n'avait pas exercé l'option, je pense que ça aurait été compliqué au niveau des partisans qui n'auraient pas véritablement compris pourquoi l'Impact n'avait pas tout fait en son pouvoir pour garder Nacho Piatti. Et puis, je pense que la transparence qu'on a eue de la part de Nacho Piatti sur ses intentions ne serait pas sortie de la même façon. Il y a quand même une communication floue due à Nacho Piatti. Je pense que s'il avait été très clair au courant de l'automne sur sa volonté de partir, le dossier aurait été complètement géré différemment. Maintenant, l'issue est finalement la même, dans le sens où, bon, ok, très bien, il ne part pas fâché, il part avec des remerciements envers l'Impact de Montréal, c'est les partisans. Les partisans ont une forme de compréhension de la situation aussi, mais s'il y a comme un gros irritant sur ce dossier-là, c'est sa durée. Et c'est vrai qu'avec une communication légèrement différente, les 2 derniers mois n'existent pas. Non, Olivier Renard a dit quand même, regarde, Nacho nous a assez tôt prévenu de son envie de rentrer en Argentine. Oui, mais ça, c'était assez tôt en 2020.
C'était à son retour. C'était Ouais. à son retour parce que c'est ce que Renard a dit. Il y a deux choses, en fait. C'est à son retour au camp d'entraînement où Nacho nous a expliqué qu'au fond, ce qu'il voulait, c'était retourner en Argentine. Mais je reviens aux 2 mois dont tu parles, Sid. Ce que Nacho Piatti a dit dans une vidéo qui était, à mon sens, une grande réussite de l'Impact de Montréal parce que ça montre qu'on est capable de se séparer à l'amiable pour vrai. Parce que dire qu'on s'est séparé à l'amiable, c'est une chose. Mais avoir un gars qui accepte de s'asseoir devant les caméras de ce qui est maintenant son ancien club pour dire au revoir à tout le monde, c'en est une autre. Ça prend de la bonne volonté des deux côtés. Ce que Nacho Piatti a dit dans cette vidéo-là. Ma situation familiale. Je veux rentrer en Argentine. J'adore. C'est rien contre le club, c'est rien contre les dirigeants. C'est juste que j'ai une décision à prendre et j'y vais avec la famille. Tu dis ça à la fin de l'année dernière. Tu dis ça au mois d'août. Tout le monde aurait... Qui se serait obstiné avec ça? Personne. Et puis, l'Impact n'aurait pas exercé l'option. Exactement. Probablement. Ou l'Impact aurait fait un coup à l'envers puis aurait essayé de capitaliser là-dessus. Ouais. Et c'est l'Impact qui aurait mal paru. Là, dans ce cas-là, c'est Nacho qui a mal paru pendant un certain temps. Et au final, moi, je trouve que l'opération est quand même réussie parce que là, les gens en veulent pas à Nacho et les gens comprennent ce qui s'est passé du côté du club. Maintenant, entre les deux, c'est sûr qu'il y a eu un flou, mais au final, ça semble assez clair ce qui s'est passé. Et une autre chose que j'ai aimée, c'est qu'Olivier Renard sorte dans les médias cette semaine et dise, là, juste pour mettre une chose au clair, c'est dans les 10 derniers jours seulement qu'il y a eu un intérêt concret de club en Argentine. Ouais. Ça veut dire qu'entre Nacho qui dit « je veux rentrer » et Nacho qui dit « je veux rentrer dans tel club parce qu'il y a un intérêt puis il y a une offre sur la table pour vrai », il peut y avoir un monde de différence. Il y a un monde comparé à même aux annonces, aux premières annonces qui avaient été faites. Il y a intérêt tel club. On a parlé de Banfield, on a parlé ensuite de Salando. En fait, il trouve que à ce moment-là, non, il n'y avait rien de un intérêt, absolument un sur intérêt, la table. Puis une offre. Sur la table, exactement. Parce qu'on en était là. Et les dernières semaines, c'était vraiment ça. C'est du concret. Qu'est-ce que... parce qu'il y avait certainement quelque chose qui était avancé déjà, mais qu'est-ce que vous nous proposez de réel? Est-ce qu'il va y avoir un héritage Nacho Piatti à Montréal, Sid? La question à 1 million, bon, forcément oui, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Impact de Question Montréal. à 3 millions, à 3 millions cette année, c'est ça l'héritage. Ouais, c'est qu'on a un petit peu de budget à 3,5 millions US cette année. Fait que, effectivement, oui, il y en a un héritage par rapport à ses accomplissements sur le terrain. Comme je disais, mon meilleur buteur de l'histoire de l'Impact en MLS, un joueur qui a été 3 fois sélectionné au match des étoiles, qui a été 4 fois élu meilleur joueur de l'Impact de Montréal. Donc, il est dans les livres de l'Impact de Montréal, ça c'est indéniable. Maintenant, j'ai été un petit peu surpris du tweet de Kevin Gilmour. Enfin, surpris, c'est pas vraiment le terme. Comme il est dans une communication ultra positive, mais lorsqu'il parle d'une empreinte immesurable sur la Ligue et sur la ville, je me suis un petit peu interrogé sur ce qu'il voulait dire parce que j'ai pas eu l'impression forcément que dans les 6 dernières années, il y a une empreinte de Nacho Piatti sur la ville de Montréal. Je pense qu'il est très très ancré dans le cœur des 8500 abonnés de saison des dernières 6 années. Mais au-delà de ça, je ne crois pas que Piatti laisse un héritage qui dépasse un peu le cadre du Stade Saputo. Et puis on l'a vu avec des hommages un peu timides. Bon, il y avait Taylor Twellman, il y avait peut-être 1 ou 2 journalistes américains qui ont souligné Piatti, mais j'ai trouvé ça assez timide par rapport à l'importance que Piatti a eue sur l'Impact de Montréal et la domination aussi qu'il a exercée sur la Ligue. Ça va avec le bonhomme, hein. Ça va avec le bonhomme parce que ce qu'on va garder, et j'espère que ce sera un héritage d'ailleurs, c'est que c'est un gars qui a été archi dominant au club, hein, qui a été assurément l'un des tout meilleurs de la MLS. Et qui s'est jamais pris pour un autre, qui n'est jamais arrivé, qui a demandé des honneurs particulièrement. Tes meneurs de jeu argentins, tu arrives ici, que tu peux te prendre pour le roi du pétrole quand même, facilement. Mais peut-être au bout de quelques saisons, mais à son arrivée, personne ne connaissait Nacho Piatti. Mais jamais, même lorsqu'il a été fort. Et même après, je dirais, le départ de Drogba qui avait un peu éclipsé son aura au sein de l'équipe. Et c'est vrai que ça reste extrêmement football. Il n'a jamais explosé ailleurs. On n'a jamais parlé de Nacho Piatti en dehors du discours football.
lui-même. Et je pense que c'est cette humilité, cette façon de se fondre vraiment et sans jouer les stars, sans jouer les divas. Et je pense que son héritage va se faire un petit peu... A contrario, c'est que j'espère qu'on mesurera un petit peu les prochains joueurs vedettes qui arriveront au club par rapport à comment était Nacho Piatti. En fonction de lui, c'est intéressant ce que tu dis parce que d'un côté, j'admire l'humilité du bonhomme. De l'autre, je me dis, quand tu payes des sommes comme celle-là, ça te prend quelque chose qui va au-delà des lignes du terrain. Et Nacho Piatti, tu n'as rien amené en termes de marketing. Tu n'as rien amené en termes de communication. C'est pas un gars qui aimait beaucoup parler. Et je l'ai souvent dit, c'est tout à fait correct, ça, à partir du moment où tu sais ce que tu achètes. Mais si tu penses aller chercher quelqu'un qui vend le club, qui vend des billets, un gars comme Samuel Piette va le faire beaucoup plus vite qu'un gars comme Nacho Piatti, qui est dans une autre classe de joueurs complètement. Donc, je pense qu'à mon sens, il va y avoir deux legs. D'abord, celui d'une prise de conscience au club que c'est pas parce que tu as une star joueuse que tu vas avoir quelqu'un qui est capable de faire rayonner le club en dehors des activités strictement soccer. L'autre chose, c'est que je pense qu'on a compris que ça te prend de la magie. T'as beau avoir une équipe cérébrale, t'as beau avoir une équipe bien structurée, comme c'était le cas des fois avec Rémi Garde, qui était installé défensivement, puis le ballon se promène de droite à gauche. OK. Mais ta magie est où? Et Nacho Piatti a apporté ça. Je suis pas en train de dire, moi j'ai souvent critiqué le fait que tout passait par Nacho Piatti, puis c'était pas une équipe qui était assez collective. Mais ça te prend un brin de folie. Ça te prend quelqu'un qui fait dire aux gens dans le stade, ça se peut que je me lève de mon siège 3-4 fois dans ce match-là. Et si les 2 dernières années nous ont appris quelque chose, surtout l'année passée, c'est qu'une équipe bien structurée, qui gagne des matchs sur la route 1-0, mais qui n'a pas l'étincelle, c'est ça. Je reviens à l'aspect vente, et ça fait partie des défis de l'Impact au cours des prochaines saisons. Ça se peut que tu frappes un mur. C'est certain, surtout quand tu fais le parallèle avec ce qui se fait à côté, c'est certain que Giovinco au TFC, c'est exactement ce que tu es en train de me décrire là. Ouais. Hein. C'est le gars qui a la même influence, qui a sensiblement la même influence, mais qui a ce facteur au-delà du club et qui lui-même est capable de t'allumer un match dans 2-3 fois, de le faire même tourner, mais qui va rayonner, au-delà du stade, au-delà du rectangle du terrain, c'est sûr. Non, mais je reviens au rectangle parce que faut pas nous faire dire ce qu'on dit pas. Giovinco, il fait gagner. L'Impact se sort sur 3 saisons perdantes, 3 saisons en dehors des séries. Et au-delà mais Giovinco, autour de lui, a autre chose que ce que Piatti a. C'est ça. Écoute, Bradley, Altidore... Osorio. Peut-être, mais genre comme Piatti, s'il a peut-être pas forcément comme un héritage aussi grand dans la ligue, c'est aussi parce que simplement que l'Impact est une équipe perdante. Donc on a un joueur qui accumule des stats parce qu'il a une capacité de dribble et une frappe hors norme, mais c'est pas un joueur qui a fait gagner. Et puis Piatti, genre comme si on creuse aussi, c'est un joueur qui était quand même plus dominant à Saputo qu'il n'était à l'étranger. Ça c'est bon, c'est quand même assez commun, mais ça renforce aussi l'idée d'une forme d'anonymat. Donc c'est pas simplement sur l'aspect qu'il était pas, peut-être il était discret, il était humble ou tout ça, on peut l'être, mais il n'était pas dans une équipe gagnante. Et je prends un Patrice Bernier qui, au contraire d'un Didier Drogba, fait moins de vagues, mais Bernier a représenté au sein de la ligue, il représentait quelque chose de quand même beaucoup plus grand que Piatti. Pourquoi? Il incarnait le fait québécois, comme Di Vaio a incarné les premières années de l'impact sur la map. Aujourd'hui, on a la ville qui a vibré genre, sur les coups de tonnerre de Drogba. Il y a des gens qui pendant des années te parlent de Drogba, ils sont allés une fois au stade, mais genre, ça les a imprégnés de façon éternelle. On a Di Vaio, on a Drogba, on a Bernier qui à chaque fois incarne quelque chose de très très fort et puissant. Ce que incarne Piatti, cette fameuse magie, elle est très, pour moi en tout cas, elle est très centrée sur l'expérience des abonnés de saison, et puis c'est aussi un petit peu la caution. Bon, oui, en MLS, ça joue bien au soccer. Il y a Piatti. Après, le reste, c'est vrai, on peut en discuter, genre comme de l'équipe qui l'a entouré. Mais 3 ans, alors que c'est lui qui est la figure du club, de ces 3 ans perdantes, ça laisse aussi une trace et qui fait que, c'est pas simplement parce qu'il était très discret que Piatti, genre, comme n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Pourquoi Samuel Piette, sur ces 3 mêmes années-là, de bord, fait autant de bruit? Parce qu'il incarne déjà, il incarne. C'est ça, c'est en dehors du terrain. Oui, c'est le fait qu'il est pas. Si Samuel Piette était aussi discret
que Nacho Piatti, ben Samuel Piette n'aurait pas l'aura Oui, qu'il tout a à en fait. ce moment. Tout à fait. Mais il faut qu'on doit aussi ramener comme les résultats perdants pour Piatti, pour l'expliquer sa situation. Puis c'est un peu dommage. C'est vrai que l'amour qu'il reçoit qu'il a reçu dans les derniers 48 heures, mais parfois j'avais envie de me dire, j'aurais aimé qu'il le reçoive tout autant comme durant les 3 dernières années, parce que c'était pas vraiment le cas. Oui, là tu reposes une autre question, c'est est-ce que tout a été fait aussi pour le vendre, entre guillemets, pour le mettre devant... Kevin Gilmour, à son arrivée, a été clair. La réponse était non à ses yeux et c'était un des objectifs qui se donnait. Bon, Piatti est parti maintenant, de mettre en valeur ses stars. Tout à fait. Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que si le Toronto FC avait un Piatti, ce serait pas la même affaire. Ah non, mais non, ça c'est sûr. Non, mais il y en a un drôle, Piatti, là, c'est correct, c'est terminé. Il y en a un. C'est évident, c'est évident. Bon, ils en ont un autre, en effectivement. Passant, ça s'invente pas. Un Piatti qui part, un Piatti qui arrive, un qui part de Montréal, l'autre qui arrive à Toronto. C'est extraordinaire, cette histoire-là. Les gars, on va poursuivre parce qu'il y a un autre dossier chaud qui a fait surface en ce qui concerne l'Impact de Montréal dans la dernière semaine. Celui d'Olivier Renard qui est mêlé dans une histoire de corruption en Europe. Dejan Velkovic, un agent qui faisait des passe-passe avec des pots de vin en Europe, qui collabore avec la police. Le nom d'Olivier Renard ressort dans tout ça. Des accusations portées au civil par le Standard de Liège envers Olivier Renard et 5 autres personnes. Olivier Renard qui se réserve le droit, en revanche, de contre-attaquer avec la justice pour diffamation. Est-ce que ça requiert une action ou des gestes quelconques de la part de l'Impact de Montréal en ce moment? Une action, je dirais non. Non, parce qu'on est encore vraiment dans un processus où il va falloir encore du temps et beaucoup d'autres arguments pour arriver à savoir exactement un petit peu de quoi il retourne et clairement où en est Olivier Renard dans la situation. Par contre, une gestion pointue de ce qui se passe, savoir être au-devant de toutes les annonces, être capable de répondre à l'avance, c'est-à-dire ne pas tomber et qu'on dise, arriver en disant hey, il y a une dépêche qui est sortie ce matin, bam, ils ont trouvé telle ou telle chose. Tu vois, être capable de gérer suffisamment en amont la situation et être capable, oui, de contrôler la situation avant qu'elle explose, si jamais elle devait. Fait que tu es en train de me dire que si je vais sur le site web de l'Impact de Montréal, il y a un poste qui vient d'être ouvert pour gérer ce dossier-là, parce que ça semble être une job en soi. Sid, toi, à tes yeux, est-ce que ça entache suffisamment l'Impact de Montréal pour qu'on agisse tout de suite, ou est-ce que le fait qu'Olivier Renard contre-attaque est démenti en bloc, toutes les accusations, ben ça permet à tout le monde de poursuivre comme on le faisait il y a une semaine et attendre le dénouement de tout ça en Europe? C'est certain qu'il fallait que Olivier Renard réagisse vite. Il a bien fait en parlant aussi de calomnie, de diffamation, du fait que lui-même allait riposter. Ça, c'était essentiel. Il fallait tout de suite que Olivier Renard, l'homme, réagisse. Au niveau de l'Impact de Montréal, je pense que le silence est d'or pour l'instant. Si après il y a une mise en examen, effectivement, il faudra qu'il prenne action. Puis, il ne faudrait pas forcément réagir à chaud et créer des situations, empirer une situation qui, pour l'instant, est encore floue. Je veux dire, du côté de l'agence serbe, dont le nom m'échappe exactement. Velkovic. Bon, on est peut-être aussi dans une situation où il a beaucoup parlé pour faire diminuer des peines. Il faudra démêler le vrai du faux. Et je pense que même que le Standard, dans son choix de faire des accusations civiles, c'est aussi pour avoir le fin fond de la vérité de ces rétrocommissions. Pour accéder et comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Au dossier, donc pour l'Impact, pour l'instant, je pense que le statu quo est correct, mais effectivement, si la situation s'empire, il faudra que l'Impact agisse et rapidement. Faut être capable de garder un œil dessus. Ce Footgate qui existe qui est en Belgique, sont des accusations et une enquête qui a été ouverte il y a pratiquement 1 an et demi. On parle de l'automne 2018. Donc ça traîne déjà depuis un certain temps. On n'en a pas entendu beaucoup parler parce que d'abord ça ne touchait pas directement et deuxièmement parce qu'il s'agissait d'une enquête et que donc c'est resté extrêmement
souterrains. Ça ressort maintenant avec des noms. Ouais. Parce que c'est vrai que pendant quelques mois, il y a eu ces 2-3 mois là, donc automne 2018, où quelques noms ont commencé à sortir, puis ensuite c'est resté vraiment très, très souterrain. Là, ça ressort un petit peu, donc il faut être au fait, il faut vraiment être capable de gérer ça en faisant attention, parce que je te dirais, quoi qu'il arrive, et ça il va falloir aussi prendre en compte, c'est que ce genre d'accusation, même si elle s'avère totalement fausse et qu'elle ne touche pas du tout, au bout du compte, que les faits n'impliquent pas Olivier Renard, ces accusations-là mettent du temps à partir. Et c'est vraiment quelque chose qui reste. Personne n'est vraiment à l'abri. Il y a un monde fou qui est passé par ça. Même Alex Ferguson. Mais concrètement, c'est ce que j'allais dire. Concrètement, ça change quoi? Puis là, je ne veux pas banaliser ce dont on parle parce que c'est scandaleux dans tous les sens du terme. Mais si quelqu'un est impliqué de près ou de loin, à juste raison ou à tort, est-ce que les agents vont arrêter de placer leurs joueurs à l'Impact de Montréal s'il y a une bonne opportunité qui se présente parce que c'est Olivier Renard qui est là? Je crois pas. Non, bon, après, oui, c'est possible aussi, dans le sens où il y a peut-être un bris de confiance sur les intentions véritables du directeur sportif, donc ça peut jouer dans ce sens-là aussi. Puis après, simplement, c'est quand on parle de l'image, est-ce qu'on veut être associé à ce type d'histoire, même si on sait qu'elles existent dans le foot. Donc, mais après, au niveau de, je pense que Di Vaio avait été pris avait été interrogé. Entaché, même à l'époque du Calciopoli, il me semble. Didier Drogba avec sa fondation. C'est bon, c'est certain qu'il y a parfois des histoires, et puis elles peuvent s'oublier assez rapidement, dépendamment de à quel point la personne est finie par être entachée. Là, son nom est sorti. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut dire pas grand-chose aussi. On l'a vu dans les histoires de Di Vaio et Drogba que ça voulait pas forcément dire grand-chose. Tout à fait. Mais il a fallu comme une défense structuré dans les deux cas. Puis Olivier Renard, j'ai trouvé très prêt lorsqu'il était interviewé en Floride. Et puis je crois que dès la fin du mercato, il faudrait qu'il s'attelle à ça. Et pour conclure là-dessus, je le sais que plusieurs sont inquiets de voir le directeur sportif de l'Impact de Montréal avoir à partager son attention et ses énergies entre ses affaires personnelles et les affaires de l'Impact de Montréal. Je comprends cette notion-là. Ceci dit, s'il y a un 20 ou 25 de son attention qui s'en va en Europe en 2020, tu as encore 80 ou 75 plus de directeurs sportifs que tu en avais à pareille date l'an passé. Parce que tu en avais zéro. Je le sais que c'est pas un scénario idéal, mais c'est ça qui est ça pareil. Dernier commentaire, les gars, avant de passer à notre segment en temps additionnel. Les femmes qualifiées pour Tokyo 2020, qu'est-ce qu'on retient? Le fait qu'on se soit qualifié pour les Jeux olympiques encore une fois ou la défaite dans le tournoi de qualification contre les Américaines? Jean? De temps. La qualification, parce qu'elle a été acquise avec cette génération-là dont on parle, la post Sinclair, Scott, etc. Avec la Québécoise Gabrielle Carle, d'ailleurs, qui joue un rôle important. Absolument. Et on a vu, face à des équipes certainement de moindre niveau, que cette relève-là, elle prenait de la bouteille. Ce sont des tournois. On savait que les Canadiennes étaient favorites pour faire partie des deux qualifiés, mais il fallait encore l'assumer. Et quand on voit Léon, Roy Thomas, Becky, très bien réussi. Bon, en plus, il y a cette histoire de record pour Sinclair dans ses qualifications. Mais au-delà de ça, je vois que la génération-là est pas mal prête et qu'elle a... je pense qu'elle est en train de mettre à profit l'expérience un petit peu négative de la Coupe du Monde. Oui, parce que ça contre, fait très il mal. reste encore ce pas et qui semble un gouffre face aux Américaines. Et là, il faut vraiment être capable d'avancer, d'être capable de le remplir, parce que les Américains, à mon avis, ne vont pas avoir, ils sont d'ailleurs probablement au point où elles n'ont pas la même génération que celle des 8-9 dernières années, et que là, il est temps vraiment
d'être un peu plus sur leur talon. En même temps, un gouffre avec les Américaines, je te dirais, Jean, que c'est pas un fait strictement canadien. Il y a pas mal la planète au complet qui a un gouffre avec les Américaines. Messieurs, on passe de l'autre côté de l'Atlantique avec Derby, Milanais, hallucinant avec, tiens, continue à jouer au baseball. Là. Moi, je vais m'en aller faire la pluie et le beau temps. J'exagère avec la pluie et le beau temps, mais je m'en retourne en Italie. Zlatan, qui fait jaser de lui. Match hallucinant entre l'Inter et l'AC Milan. Oui, très, très, très beau match, très, très beau derby milanais. Je pense qu'il y avait un petit côté de... Ça sentait un peu la Serie A des années 90, de voir... ça, c'est bon ou c'est pas bon, ça? C'est bon, c'est très, très bon. C'est très bon. Tu parles de la qualité du jeu ou tu parles de la folie un petit peu? Je parle de la tension, justement de l'émotion dans les tribunes. Je pense que tout ça, en fait, la domination de la Juve depuis 8 dernières années a complètement éteint beaucoup d'intérêt sur la Serie A. Puis c'est vrai que Milan, qui performait quand même en Europe, n'était pas aussi fort de façon domestique. Donc là, on avait quelque chose de super intéressant, un vrai gros match, un vrai beau test pour Conte, qui ne devait pas lâcher le rythme effréné quand même qui est imposé par la Juve maintenant la Juve de CR7. Et ce 4-2 a livré toutes ses promesses. Moi, j'ai adoré. Je pense que ça fait même longtemps que j'ai pas regardé un match de Serie A. J'avais quand même regardé Lazio contre Juve, mais ça faisait longtemps qu'il n'y a pas regardé un match de Serie A, et comme jusqu'au bout d'ailleurs. Puis je pense que Zlatan aussi tord le cou à pas mal d'idées. Je pense que son passe décisive, puis un but de la tête, je ne sais pas ce qu'il faisait tout seul au second poteau, ça faudrait qu'il m'explique au niveau de l'Inter, mais c'était un très très beau match. Nouveau, là. On n'a pas fait notre rapport de scouting. Il vient des MLS. Mais c'est bien ce qu'il décide, parce que effectivement, je suis entièrement d'accord. Ça ressemble à un derby de Milan des années 90, qui était à l'époque le plus gros match de la saison. Partout, pas simplement en Italie, mais partout, tout le monde regardait ce qu'allait donner le derby de la Madonnina. Depuis, ça ne l'est plus. Les 10 dernières années ont été archi-dominées par un retour au sommet du Barça-Real, pour plein de raisons. On a ponctuellement, éventuellement, un Liverpool-City, mais qui n'arrive pas là. Là, le retrouver, c'est chouette. À l'époque, dans les années 90, ça se finissait jamais 4-2. Ça, je peux te dire. Mais c'est bien de revoir cet intérêt. Là aussi, je reprends ce qu'a dit Sid. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un match de Serie A. Pourquoi ? Parce que la Serie A était tombée dans une crise monumentale. Il n'y avait plus d'argent. Et personne ne voulait investir, à part la Juventus, qui est assez ironique d'ailleurs, quand tu te dis que cette crise, finalement, c'est la Juventus qui l'a causée. Et qu'elle a été... oui. Ben oui, parce que c'est une crise qui vient du Calciopoli, et que tous les investissements sont partis. Il y a eu un nombre important de mises en accusation. Il y a eu un certain dédain, ou en tout cas retrait par rapport à l'investissement dans le foot. D'ailleurs, tous les grands clubs ont changé de propriétaire. Donc, plus personne ne voulait investir trop dans le foot. Et il n'y a qu'un seul club, finalement, dans lequel ça roulait, parce qu'on savait que ça allait toujours rouler, c'est la Juventus, qui a eu sa suspension, sa rétrogradation, qui a remonté, et puis qui après était tranquille. On va gagner 8 Scudetto de suite. C'est quand même assez ironique. Enfin bon, donc, oui, on retrouve un derby de Milan qui a du lustre, qui est chouette, qui met en vedette des joueurs. On retrouve, à l'époque, c'était que des grands joueurs. Il y avait, on a eu Gullit, Van Basten, Donadoni, etc. C'était extraordinaire. Et là, oui, il faut un Ibrahimovic, il faut un Lukaku. Lukaku pour allumer un peu les choses aussi. Cette année, Sid en a glissé un mot tout à l'heure. La grande question, c'est est-ce que l'Inter est capable de garder le rythme pour menacer un autre? Ce serait un 9e titre là, pour la Juve, ou un 8e? Bref, on s'approche de 10. Là, ce qu'on comprend, c'est que ça fait une éternité que quelqu'un d'autre n'a pas gagné le championnat italien. Est-ce que l'Inter peut garder le rythme? Oui, je pense que oui, parce que l'Inter, à mon grand dame d'ailleurs, s'est fait sortir de la Ligue des Champions. Je pense que ça va jouer très positivement sur la fin de saison de l'Inter, qui s'est aussi renforcé. Il y a quand même, Eriksen est rentré, Young est rentré. Donc tout de suite, l'effet du mercato hivernal s'est fait sentir sur ce match-là. Et je pense que... c'est le scénario contraire de Manchester City, dans le fond. Tu es en train de me dire que eux ont été éliminés de la Ligue des Champions. On se rabat
sur le championnat, alors que City abdique le championnat. Et que dans le même en temps, la février. Juventus a fait de la Ligue des Champions une priorité parce que pour eux, le Scudetto, c'est plus vraiment quelque chose, d'où d'être allé chercher Ronaldo, Ouais. etc. Pour eux, la Juventus, la priorité est là. Et eux, ils sont prêts à... En tout cas, eux, dans leur idée, c'est Ligue des Champions et Scudetto. Mariage de Conte et les nouveaux arrivants. L'Inter y arrive? Ils sont tout de suite mis dans le bain. Je trouve ça assez. J'aurais jamais cru, même s'ils sont, on va dire, en forme de match, j'aurais jamais cru qu'ils auraient tout de suite pris des minutes dans ce match-là. Donc, je pense que oui. Donc là, on voit une équipe vraiment intéressante. Je suis vraiment déçu qu'ils aient fini derrière Dortmund et Barça. Mais bon, en tout cas, c'est peut-être un mal pour un bien. Parlant de Ligue des Champions, ça recommence la semaine prochaine en Europe. Depuis le tirage, évidemment, il y a une éternité qui a passé. Il y a aussi beaucoup de foot qui s'est joué, des transferts qui ont été effectués. Quels clubs ont changé votre regard sur eux depuis ce tirage-là à l'approche de la ronde des 16? C'est toujours fascinant. Moi, j'adore ça tous les ans. La différence qui existe entre la fin de la phase de groupe et le tirage au sort, qui te donne une perception déjà de comment tu penses que le printemps va avoir lieu, et le mois de février où on est à la veille des matchs, et ce gouffre qui existe C'est entre pas les compliqué, deux. Jean. Il y a une décennie entre Une les deux, décennie. littéralement. Et voilà. De gouffre et comment la perception. Là, on arrive là, les matchs ont commencé, c'est pas du tout la même idée qu'on avait à l'époque. Alors, pour comment ça évolue, je pense que Dortmund est plus solide qu'il me semblait à l'automne. Je pense qu'il y a eu... Là, il y a Sid qui hoche la tête Ouais, parce que il me semble un Dortmund petit a peu- sorti et l'Inter. pas simplement là. sur Haaland, mais il leur offre d'autres options. Non, factuellement, tu as raison, mais avec la blessure de Royce, ben, Est-ce ça, que- ça change beaucoup Ça change. l'animation du milieu de terrain de Favre. Je te dirais avec... oui, mais je te dirais... dans l'absolu, la blessure de Royce aurait été un énorme problème. Je trouve qu'ils ont, malgré ça, trouvé une dynamique qui leur permet de passer Oui. au-delà. Oui. Et je pense qu'ils seront... ce sera un client pénible pour le PSG. L'autre club qui m'impressionne, là, c'est le Real. Exactement ce que j'allais dire. Le Real qui s'est qualifié par la faute des fesses, contre quoi il y a Galatasaray, il y a Bruges, le PSG a marché sur le groupe, bon, comme d'habitude, mais bon, l'idée de voir à quel point Zidane a aujourd'hui recréé une machine de guerre, alors qu'il était sûrement très proche de se faire limoger à la fin de la phase de groupe. Le Real, c'est waouh. C'est pas facile, Bruges. En phase de groupe, non, mais Pas pour du vrai, tout. là, Ils sont fait Non, vraiment non, marcher tout à fait. dessus de tu sais, Bruges a gagné, non, match nul ou victoire, Match nul. match nul. match nul, mais très poussif. Mais même, tu sais, même ça, là. Non, mais Quand tu es en train de attends, débattre, est-ce qu'ils ont perdu ou fait match nul contre Bruges, À tu domicile. comprends que ça allait pas super bien. Là. C'est surtout ça la leçon. Oui, effectivement. Et puis oui, non, moi, voilà, le Real c'est le Real qui est prêt quand il faut être prêt. Donc, mais c'est Manchester City qui joue sa saison. Real City, waouh, d'un seul coup, là, tu dis... oh. Une finale Il y avant la en a À un, ce qui ça va stade-ci, faire très mal. Qui est favori pour la gagner? Est-ce que c'est Liverpool qui est favori pour reconduire son titre? Ou est-ce que la Premier League va leur prendre trop d'attention? Liverpool, la première ligue, leur prendre aucune attention. Ils peuvent perdre 10 Ça, matchs de c'est ça suite et qui est être Ouais, mais, champion. mais ils le feront jamais, ça. Moi, je C'est- vois pas Jürgen Klopp le faire. Lâcher la Ce- première ligue. Ça fait trop longtemps, puis c'est un point tellement intéressant. Si c'était des équipes qui sont habituées de remporter des championnats, moi, je pense que ça va être long avant que Jürgen Klopp lève vraiment le pied, parce que de toute façon, c'est un gars qui a tellement une machine rodée, et il fait tourner en coupe, mais en Premier League, je m'attends pas à le voir lever le pied tant que ça. C'est vrai que tu n'as pas besoin des points. Tu perds, il n'y a personne qui va pleurer à Anfield. Mais quand même, est-ce que Liverpool est favori à ce stade-ci? Moi, je les classe favoris parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui est le plus sûre de son football. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup bougé, qu'on a quand même du mal aussi. Je veux dire, ils ont quand même ce qu'on appelle une façon de jouer, un peu comme le Barça avait. Donc on sait ce qu'on va avoir et pourtant... Tu n'es rien capable de faire quand même. Mais exactement. Non, mais c'est Non, comme- c'est ça. Il y a Tout à fait ça. il y a un parallèle avec ça. On sait exactement comment ils vont jouer, on sait c'est quoi les circuits de passe, mais pourtant ils arrivent quand même à imposer On leur... sait qu'il y a un moyen de les contrer, on sait que ça peut ponctuellement même arriver, mais pour le mettre en pratique, lève-toi de bonheur.
Bon, c'est ce qu'on va faire, Jean, pour essayer de trouver des solutions. Sujet chaud, messieurs. Première question, celle qui vient du Dr Foot. Êtes-vous surpris de voir des sorties comme celle de Ray Lalonde et Alain Crête, deux collègues ici à RDS, pour dire qu'il n'y a pas de buzz en ce moment autour de l'Impact de Montréal, que personne ne parle de la Ligue des champions et que les assistances déclinent? Bon, les assistances, ça, je vais mettre ça dans un autre dossier parce que c'est toujours très, très important de mettre dans un contexte global. Je comprends que les assistances déclinent ici à l'Impact, mais tu en as parlé tout à l'heure, c'est attribuable aux résultats. Tu fais pas les séries 3 années de suite. Tout le monde attendait un remplaçant à Didier Drogba. C'est pas vraiment arrivé. On a gardé Nacho Piatti. C'était bien, mais on sentait qu'on avait toujours besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. Si on met ça de côté, par contre, le côté estrade au Stade Saputo ou ailleurs dans la MLS, le fait qu'il n'y ait pas de buzz, est-ce que d'abord tu partages cette opinion-là et ensuite, est-ce que tu te l'expliques? D'un point de vue des partisans, il n'y aura jamais assez de buzz. Ça, déjà, puis c'est pas. Voilà, c'est même pas un reproche, mais c'est forcément. Ils vont toujours en vouloir plus et que même si parfois factuellement on peut prouver qu'il y a plus qui se fait. Juste pour clarifier, est-ce que Ray et Alain, c'est des fans? Parce que... non, non, ok. Bon, là, je répondais plus aux commentaires de la question qui vient d'un partisan de l'Impact de Montréal. Maintenant, bon, de la perspective Parce que venant de Ray Lalonde et d'Alain qui est dans le monde des médias, pas directement impliqué avec le soccer, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est leur perception à eux. Oui, et puis là, genre, je pense que si on fait un parallèle avec 2015, 2015, il y a une campagne de communication extraordinaire de Hugues Léger, de l'Impact de Montréal, avec Marquons l'Histoire, et qui nous... Avec toute une série de bandes dessinées, c'est à ça que tu fais référence. Voilà, qui fait en sorte qu'on occupe toute la période hivernale, de décembre, janvier, février, avec ces communications, avec cette montée, avec un décompte du nombre de billets, parce qu'en plus, il va y avoir du monde de Stade Olympique, là, pour la première, mais on voyait l'Impact qui voulait aller chercher de plus en plus de personnes. On est arrivé à 30 000, on est arrivé à 35 000, on est arrivé à 40 000, etc. Donc il y avait quelque chose qui avait été créé par l'Impact de Montréal, qui avait eu un bon succès. L'Impact de Montréal n'a rien fait. Je pense que parfois aussi, parce que parfois dans ces questions un petit peu orientées, le buzz, c'est une responsabilité des médias. Les médias ne sont pas l'agent de promotion de l'Impact de Montréal. S'il n'y a rien qu'ils trouvent pertinent à discuter, ils vont discuter de rien. Et puis c'est ça la réalité des choses. Donc l'Impact avait aussi une belle fenêtre d'opportunité pour créer tout ce narratif entre la victoire face à Toronto jusqu'à ça a pris ça, et puis même un exemple, c'est que le tirage au sort est passé comme du beurre. On n'a pas beaucoup discuté de ça, c'était la première semaine de décembre, il me semble. Puis voilà, c'était comme si la Ligue des Champions, on va pas trop mettre d'attente. Parce qu'en cas d'élimination, ça nous permettra de ne pas non plus scraper toute notre début de saison, la perception de notre début de saison. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais, totalement. Pour répondre à la question clairement, non. Non, il n'y a certainement pas le buzz que la situation mérite, ou en tout cas aurait pu amener. À ça... On va revenir un tout petit peu là-dessus. Je pense que l'histoire Piatti a monopolisé les têtes et qu'elle a bouffé énormément du temps, de l'énergie sur ce qui aurait dû être du positif. Ça tu ne l'enlèveras pas de l'idée. Ça a pris énormément. Il y a eu des mini-événements qui auraient pu servir. La présentation de l'équipe, qui finalement n'a pas été un événement suffisant pour créer ou pour rallumer. Parce que la question que tout le monde voulait savoir, c'était Nacho revient-tu? Puis la question lui est posée, puis finalement Nacho dit je suis là ce soir. C'est peu importe, première journée du camp d'entraînement, Nacho, est-ce que tu vas rester? Lancement de saison, Nacho, est-ce que tu vas rester? Toutes les rumeurs en Argentine, ça a été ça la question, sans cesse, sans voir le dossier vraiment. On a vu une évolution parce qu'on se disait Nacho, il veut vraiment pas s'engager à moyen terme avec l'Impact. Donc c'est clair que ça a monopolisé l'attention de tout le monde. Ça a bouffé. Et qu'est-ce que tu vois comme promotion? On repasse par les canaux de promo habituels. On voit des annonces dans le métro, on voit des annonces ici et là, mais il n'y a pas effectivement ce qu'il y avait comme Sid l'a dit à l'époque. Et il y a aussi le fait qu'on peut pas
autant se rabattre sur le côté sportif qu'on pouvait le faire dans les années passées. Là, je comprends que tu as toujours participé au tournoi avec les Rowdies, où là, tu as des matchs qui sont filmés. Tout a été un peu parachuté cette année parce qu'il faut que tu fasses les choses plus vite dans ton camp d'entraînement afin d'être prêt pour une saison qui commence le 19 plutôt que le 29. C'est quand même 10 jours. 10 jours sur une préparation de 6 ou 7 semaines. C'est important. Là où je veux en venir, c'est que ton premier match, il est à huis clos. Ton deuxième, il est diffusé, mais sur les plateformes de ton adversaire. Ton troisième, c'est un gars avec un iPhone, un supporter de Orlando, qui filme la rencontre préparatoire et qui met ça sur Twitter. Pour être capable de jaser d'autres choses... Ton quatrième est à huis clos. Et le quatrième est à huis clos. Pour être capable de jaser d'autres choses que le dossier Piatti, le dossier Olivier Renard, on fait comment? Tu sais, tu peux pas... Moi, et là, je mets mon chapeau d'analyste plutôt que celui d'animateur. On va faire comment pour expliquer l'évolution de l'équipe de Thierry Henry dans son camp d'entraînement? C'est très difficile. Et ça, je pense que c'est une réflexion, une discussion d'abord à avoir à l'interne, parce que des matchs à huis clos, ça fait toujours un gros débat à savoir c'est au bénéfice de qui? Est-ce que ça sert la grande cause ou est-ce que ça sert la cause très pointue d'un coach qui veut préparer son équipe? Mais il y a une réflexion à y avoir du côté de l'Impact de Montréal parce que tu n'as même pas accès au produit. Le produit, c'est ton équipe sur le terrain. Et ça, pour les supporters, pour les médias et pour le bénéfice du club qui aurait peut-être d'autres dossiers que le cas Piatti à voir jaser dans les médias, ben ça pourrait faire un monde de différence. Non, c'est sûr que ça... Puis je sais que toi, t'en as rien à foutre des matchs préparatoires. ça, c'est l'autre dossier, mais en ce moment, tu pourrais quand même voir Thierry... Non, mais c'est vrai, tu fais partie de ceux qui... Comme je suis très transparent sur ça. Moi, je suis pas de cet avis-là parce que je trouve qu'il y a toujours des petits trucs à déceler. Tu peux entendre, par exemple, un Thierry Henry sur le bord de la ligne de touche. Tu commences à... Puis c'est quelque chose que tu peux pas faire en MLS parce que tu as la foule. Tu sais, c'est toujours des petits trucs qui peuvent t'apporter quelque chose, mais là, c'est zéro. Effectivement, comme sur l'aspect de la préparation tactique, parce que c'est même compliqué. On a eu des questions sur ce sera quoi le 11 partant, c'est quoi la formation, on ne sait pas, on a 11 noms. Tu auras remarqué, Sid, qu'on les a pas choisis, ces questions. Mais oui, mais genre mais c'est ça, parce que voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur des choses qu'on n'a pas vues. Donc ça, c'est certain. Maintenant, il y a eu un manque. Tantôt on parlait de la gestion du dossier Piatti. Bon, tout est bien qui finit bien, j'ai dit ça, mais en même temps, en termes de timing, je comprends que l'Impact voulait se donner un des leviers de négociation. Mais s'il avait dit la vidéo qu'on prend là, imaginons que le bilan de fin de saison, Piatti il arrive, il dit ça, et que ce dossier-là se ferme là, maintenant, c'est magnifique. Et on a 2 mois sur lesquels l'Impact sait très bien qu'il n'y a pas Piatti et peut bâtir des communications, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, ça fait un peu dur du fait de voir que dans les vidéos, évidemment qu'on voit que Piatti dans les vidéos de promotion, comme Piatti a toujours le ballon, mais pour l'Impact, c'est quand même compliqué de vendre un événement, sachant que... Boyan, Boyan, ça devient ton porte-flambeau vite. Là. Exactement, là où maintenant je reproche, et au-delà des matchs à huis clos, mais l'Impact a manqué de créativité. Je suis désolé, l'Impact a manqué de créativité. On aurait pu prendre tous les joueurs un par un, leur dire que représente la Ligue des Champions pour toi, que ce soit CONCACAF ou celle de l'Impact. Avais-tu vu le match de l'Impact? Il y a plein on peut créer plein de sortes de nouvelles qui vont au-delà de la diffusion des matchs amicaux. Et je pense que l'Impact a manqué énormément de créativité. Et tout simplement, même, il n'y a pas de clin d'œil à la campagne qui a été faite en 2015. Il n'y a rien qui est moindrement équivalent. Donc là, je commence à entendre des pubs à la radio, très bien, mais c'est classique, puis c'est pas suffisant pour créer un buzz. Et là, pour moi, l'Impact est plus à blâmer que les médias ou les supporters qui font quand même leur travail sur les médias sociaux. Rappelle-toi, Olivier, à l'époque, juste avant la reprise de la Ligue des Champions, on avait reçu Laurent Simon. Ouais. Toute une discussion là-dessus. Où mais la préparation se faisait beaucoup plus ici. L'équipe allait elle avait bougé quand même, parce qu'elle partait au Mexique. Oui, elle partait au Mexique, mais si je me souviens, ça fait juste 2 ou 3 ans là, que l'équipe s'en va pour toute sa préparation. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas là et qu'il est difficile de la faire mousser lorsqu'elle est en Floride pendant quasiment pendant plus d'1 mois. Ouais. C'est certain que la disponibilité est moins là. Il faut être plus créatif, peut-être. 2 questions pour finir, messieurs. Celle de Christophe Hamel, d'abord, qui nous amène en Premier League. Avec l'arrivée d'Ancelotti, croyez-vous aux chances d'Everton d'accéder au top 6 cette saison? Jeudi matin, au moment d'enregistrer l'émission, Everton est 7e. Ça va bien
par les temps qui courent. Ils ont marqué 6 buts. Ils encaissent un peu au passage aussi, mais ils ont marqué 6 buts sur les 2 derniers matchs. Ça fait quoi? Ça fait 5 ou 6 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Top 6, possible avec Ancelotti? Je crois que c'est possible, oui. Je crois que c'est possible parce qu'au départ, il y a un noyau de joueurs, il y a un bon fond, de joueurs qui a pas été utile. Et c'est pas pour critiquer ce qu'a fait Marco Silva, parce que j'aimais bien ce qu'il a amené, cette volonté de faire un peu bouger les choses, mais il y a quelque chose qui me manquait. Je pense qu'Ancelotti est capable de l'amener parce qu'il y a des joueurs pour faire des choses dans ce club. Et Mathieu Vallée, toujours en Premier League, nous demande qui va finir meilleur buteur en Angleterre cette saison. Sid? Je pense que je vais parier sur Jamie Vardy. Yes! Il est en tête d'un but là devant Agüero. Je regarde le classement. Je pense qu'avec Rashford est out, Kane est out. Vardy, j'ai envie d'y croire, même si City marque quand même un peu plus de buts que Leicester. Mais ouais, Vardy. Jamie Vardy, est-ce qu'on va avoir droit à le jour où c'est lui qui est officiellement sacré meilleur buteur du championnat, une autre vidéo? C'était-tu chez lui ou chez lui? On va-tu voir ça encore avec Leicester comme quand ils avaient gagné le championnat? Démonstration après avoir marqué les buts un petit peu. Il va faire l'aigle ou... Puis après ça, tu as l'entraîneur qui se fait congédier. D'habitude, c'est comme ça que ça fonctionne à Leicester. Messieurs, toujours un plaisir. Très, très heureux d'avoir pu jaser de tout ça avec vous. Puis, mine de rien, notre prochain Loin de Sans Foot, ça va être au lendemain du premier match de l'Impact de Montréal. Petite prédiction, peut-être, avant de partir? La victoire de l'Impact. Victoire de l'Impact. All in, on y croit. Wow! Là-bas, ça a pris ça extraordinaire. Je pense que, sérieusement, en prenant sérieusement, il y a des choses à craindre de cette équipe-là, parce qu'elle peut aller... Il y a 2 choses à craindre. 1, la méconnaissance, et deuxièmement, le fait qu'elle est capable de jouer vite. Donc, il faut toujours faire attention. On se rappellera ce qui est arrivé à Toronto il n'y a pas très longtemps. Mais sur le fond, je pense que la Pâte a la richesse collective pour aller gagner là-bas. Ouais. J'adore le mot que tu utilises, Jean, la méconnaissance. Flippez ça dans le sens que vous voulez. Ça peut être très positif ou ça peut être un peu inquiétant. Messieurs, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur Twitter, #LDSF, à partager le contenu également. rds.ca/balado-diffusion ainsi que les applications RDS et iHeartRadio.